La femme cachée, nouvelle, écrite par Colette, lue par Équilibre, livre audio. Le juge. Quand madame de la Hournerie rentra chez elle, après une demi-journée consacrée entièrement au coiffeur et à la modiste, elle jeta vivement loin d'elle son chapeau neuf, pour contempler sa nouvelle coiffure. Habilement sollicitée par Anthelme, qui s'intitulait lui-même coiffeur à la page, elle venait d'abandonner son chignon à la mode de 1910, l'ondulation bouffante de ses beaux cheveux acajou de cinquantenaire, la vague et les boucles qui ombrageaient son front et ses oreilles. Elle rentrait toujours acajou, mais le cheveu tiré à la chinoise, repassé, brillantiné, noué en coque vernissée sur la nuque et percé comme un cœur d'une petite flèche brillante. Devant le miroir encadré de lampes crues, elle eut un petit sursaut devant ce front vertigineux qu'elle voyait rarement et cachait mieux qu'un sein devant l'éclat dur de ses yeux, fardés habilement, mais que la lumière atteignait et privait de leur mystère, comme fait le soleil à la source forestière après que le bûcheron a passé. Elle prit un miroir à main, mira sur sa nuque la grosse noix de cheveux polis et la flèche de brillant. « Il n'y a pas à dire, ça a du chic, » dit-elle tout haut pour se rassurer. D'ailleurs, Émilie de Séry m'a affirmé tout à l'heure que j'étais une véritable révélation. Mais en face de cette dame, à crâne laqué, la joue large un peu affaissée, la bouche molle, le nez grandi, elle ne se reconnut pas et se sentit mal à l'aise. Avec un art de peintre qui rehausse la couleur d'un paysage que le soleil brusquement dévoilé inonde, elle ajouta du rouge à ses oreilles nues, à ses tempes et sous l'arcade sourcilière, couvrit tout le visage d'un ton de poudre rosée qu'elle employait rarement. « C'est mieux, constata-t-elle. Évidemment, c'est une coiffure audacieuse. Pourquoi ne porterais-je pas une coiffure audacieuse après tout ?» Elle sonna, recueillit les compliments ambigus de sa femme de chambre. Tout ce qui change madame l'avantage beaucoup. Quitta sa robe de ville et descendit pour dîner seule. Son veuvage élégant, qui datait de 5 ans, ne redoutait pas une solitude de quelques heures, et madame de la Hournerie dînait ou déjeunait seule fréquemment, par mortification hygiénique et agréable, ainsi qu'elle eut absorbé du yogourt ou pris le lit à 5 heures du soir. Marien, en habit, l'attendait les bras pendants devant un des dressoirs. Orgueil de la maison La Hournerie, il portait, à 6 pieds du sol, sa tête régulière, blonde de cheveux et de peau, ses yeux noirs de breton fanatique. À l'âge de 13 ans, madame de la Hournerie et son mari l'avaient enlevé aux 50 vaches qu'il gouvernait sur les terres. Promu petit domestique, Marien, doté d'un gilet rayé à manches et d'un tablier blanc, gagna vite ses galons. Il dompta sa terreur du téléphone, montra du goût pour disposer les fleurs dans les vases et sur la nappe, étouffa sa voix paysanne et apprit à marcher à pas de chat. Une sorte d'instinct, des convenances, lui enseigna aussi plus tard, lorsqu'il troqua l'habit à passe-poil du valet de pied contre le frac noir du maître d'hôtel, à ne majorer que discrètement les fournitures de fruits, de fleurs coupées, d'encaustiques et de produits à fourbir tous métaux, moyennant quoi madame de la Hournerie lui décerna prématurément le grade suprême de perle, réservé d'habitude aux serviteurs chenus et devenu impotent. Mais Marien, athlétique statue du silence, ne sut jamais éteindre le feu expressif de ses sévères yeux noirs, miroir à soubrette, astre dont telle mercière, telle marchande de journaux, demeurait brûlée. Madame de la Hournerie entra d'un pas vif dans la salle à manger, s'assit et frissonna. « Servez-moi vite, Marien, il ne fait pas chaud ici, on dirait. » Marien, planté devant le dressoir, n'avait pas encore bougé. « Eh bien, mon petit, je vous parle, » dit familièrement madame de la Hournerie, qui traitait encore parfois Marien bonnement en petit valet. « Le calot est pourtant à 80, » répondit enfin une voix incertaine. Madame de la Hournerie, que le froid atteignait à de places dépouillées récemment et sensibles, son front et ses oreilles, leva les yeux sur Marien, qui sembla perdre contenance,
versa la louche pleine dans l'assiette à potage, servit madame de la Hournerie et reprit sa place traditionnelle, debout en face de sa maîtresse. Les yeux sombres du maître d'hôtel, écarquillés, contemplaient avec une indicible expression d'horreur et de pudeur le vaste front nu d'un blanc de marbre et la calotte de cheveux cirés, assortie à l'acajou rouge du mobilier Empire. Gênée, madame de la Hournerie repoussa son potage. « Donnez-moi la suite, Marien, je n'ai pas très faim, je ne serais pas étonné d'avoir un peu de grippe. » Marien enleva le potage, courut vers l'office comme s'il fuyait, apporta un soufflet aux crevettes. En servant, il écailla le bord d'une assiette ancienne, renversa quelques gouttes de vin rouge sur la nappe, puis il regagna son dressoir et recommença sa contemplation épouvantée. « La grippe court, reprit madame de la Hournerie, gênée. Méfiez-vous à l'office. Henriette se plaignait de courbatures ce matin. Ôtez-moi ce soufflet. Les crevettes sont desséchées. Et vous ne m'avez pas l'air à votre affaire, vous, ce soir. » « C'est la maladie de saison, dit la même voix incertaine. Mais les yeux noirs de Marien, impitoyables, véridiques, criaient entre chaque plat à madame de la Hournerie. Non, ce n'est pas la maladie de saison, c'est ce front scandaleux, ce steppe blafard, ce crâne trop petit, ce lourd fruit, une tête de vieille femme dépouillée du feuillage où je m'habituais à le voir mûrir. C'est mon indignation de brave garçon chapardeur, mais attaché au domaine, qu'il exploite et soigne. C'est ma stupeur d'ancien petit valet qui servit une belle patronne, de petit gardeur de bêtes, dévoué à un souvenir ébloui. On ne fait pas ça, bon Dieu, on ne fait pas ça. Le nègre en chemise, baignant dans sa crème épaisse et vanillée, n'eut guère plus de succès que le carré d'agneau et les fonds d'artichaut. À la limite de l'énervement, madame de la Hournerie voulut réagir contre l'importune et muette désapprobation. Une trace de poudre rouge laissée aux ciselures d'une fourchette, un abat-jour de flambeau roussi sur les bords, lui en fournirent l'occasion. Mais paralysée de lâcheté, avant les premiers mots de réprimande, elle quitta la table, commanda sèchement « Vous m'enverrez Henriette en haut », courut à son boudoir et s'assit devant le miroir triple. « C'est vous, Henriette ? Vous téléphonerez demain matin à la 1re heure, chez Antelme. Oui, le coiffeur. Je veux un rendez-vous avant le déjeuner. Vous entendez ? Avant le déjeuner.